C'était tôt le matin en Syrie centrale lorsque les résidents près de la base aérienne Tayfour ont entendu le bruit distinctif des jets israéliens déchirant le ciel. En quelques secondes, le silence de la nuit a été brisé par des explosions. Ce que les résidents ne savaient pas, c'est qu'ils étaient témoins de quelque chose bien au-delà d'un bombardement israélien sur le territoire syrien. Ils observaient le début d'un affrontement dangereux entre deux des plus grandes puissances militaires du Moyen-Orient. Dans la nuit du 2 avril, 2025 légers israéliens n'ont pas ciblé des sites communs. Cette fois, ils ont exécuté une frappe chirurgicale sur la piste de la base aérienne Tayfour, près de la ville historique de Palmyre. Les bombes ont créé d'énormes cratères, rendant la piste complètement inutilisable. Ils ont également touché une tour d'observation, un bataillon de missiles et un dépôt d'armes. L'accès principal au sol a été coupé en 3 parties distinctes. Les images diffusées des attaques sur l'aéroport militaire de Hama ont révélé la brutalité de l'opération israélienne. Le ministère syrien des Affaires étrangères a confirmé que la base a été presque entièrement détruite, avec des dizaines de civils et de soldats blessés. En plus de Hama et de la base Tayfour, Israël a également ciblé l'infrastructure militaire dans la région de Damas. Lorsque les images satellites ont été analysées le lendemain, la stratégie est devenue claire. Israël ne voulait pas simplement endommager la base Tayfour. Il voulait la rendre complètement inopérable. C'était un message très clair, non pas pour les Syriens, mais pour un autre pays. Turquie. Et vous voulez savoir pourquoi? Les Turcs prévoyaient de transformer cette installation en une base d'opérations avancée. Un responsable israélien n'a laissé aucun doute dans sa déclaration au Jérusalem Post. Il a dit « Les attaques étaient un message pour la Turquie. Nous ne vous permettrons pas d'établir une présence en Syrie. » Le ministre de la Défense d'Israël, Israel Katz, a été encore plus direct dans son avertissement au leader syrien Ahmed al-Shara. Si vous permettez à des forces hostiles d'entrer en Syrie, qui menacent les intérêts de sécurité israéliens, vous paierez un prix très élevé. Au cours des semaines précédentes, des équipes militaires turques avaient visité la base de Taya, également connue sous le nom de T4, dans la province de Homs, en Syrie. Ils y sont allés avec un objectif précis, pour effectuer des évaluations pour l'installation de systèmes de défense aérienne et de drones armés. C'était une partie cruciale de la stratégie de la Turquie pour étendre son influence en Syrie après la chute d'Assad. Prenant conscience de cela, Israël a réagi rapidement. Son intervention a été précisément calculée pour contrecarrer ses plans avant qu'ils ne décollent. Maintenant, beaucoup se demandent si Israël et la Turquie sont sur le point de se confronter directement sur le territoire syrien. C'était inimaginable il y a quelques mois à peine. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce point? Et quelles pourraient être les conséquences d'un conflit entre ces deux puissances militaires? Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier, la Syrie est devenue un échiquier pour une nouvelle et dangereuse lutte de pouvoir. C'est parce que la Turquie a vu le changement de régime comme une opportunité en or pour étendre son influence. Avec le soutien du nouveau gouvernement intérimaire dirigé par Ahmed al-Shara, un ancien chef de groupe armé qui a aidé à renverser Assad, la Turquie a commencé à négocier un large pacte de défense. À cet égard, les plans de la Turquie étaient très ambitieux. Ils voulaient transformer la base Tayfour en une installation de drones, installer des systèmes de défense aérienne avancés et peut-être même déployer temporairement des systèmes russes S-400 pour protéger l'espace aérien pendant les efforts de reconstruction. La base T4 est particulièrement stratégique car elle est située au centre de la Syrie et permet de contrôler l'espace aérien de Damas à la frontière irakienne. Pour la Turquie, cette présence militaire servirait plusieurs objectifs. Premièrement, elle comblerait le vide laissé par l'Iran et la Russie après la chute d'Assad. Deuxièmement, elle aiderait à combattre la résurgence de l'État islamique dans le désert central. De plus, les Turcs pourraient empêcher la formation d'une région kurde autonome près de leurs frontières.
Enfin, cela leur permettrait de créer les conditions pour le retour de millions de réfugiés syriens vivant actuellement en Turquie. Mais pour Israël, ces plans représentent une menace existentielle pour sa liberté opérationnelle. Depuis 2013, Israël a mené des centaines de frappes aériennes sur le territoire syrien sans rencontrer de grands défis. Avec le contrôle de l'espace aérien syrien, Israël a réussi à cibler les positions du Hezbollah, les installations iraniennes et d'autres intérêts hostiles qui menaçaient sa sécurité. Maintenant, imaginez si la Turquie établissait sa présence là-bas en installant des systèmes de défense aérienne avancés. Cela mettrait certainement fin à cette liberté. Et c'est quelque chose qu'Israël considère comme non négociable. Outre la question de la liberté aérienne, Israël se méfie profondément du nouveau leader syrien. Les autorités israéliennes décrivent Al-Shara comme un terroriste djihadiste de l'école d'Al-Qaïda et craignent qu'avec le soutien turc, il puisse transformer la Syrie en une base pour des groupes hostiles à Israël, comme le Hamas. Cette méfiance explique pourquoi Israël a agi de manière si agressive dans la politique interne de la Syrie depuis la chute d'Assad. Israël n'a pas seulement bombardé des bases aériennes, il a également occupé une zone démilitarisée à la frontière syrienne, saisi d'importantes ressources en eau du fleuve Yarmouk et du barrage Al-Weda et mené des raids terrestres dans le sud-ouest qui ont entraîné des morts civiles. Selon l'Institut du Moyen-Orient, Israël a effectué plus de 70 incursions terrestres dans le sud-ouest de la Syrie depuis février. Une démonstration claire qu'il ne tolérera pas les menaces provenant de cette région. Asli Aydin Tasvas, une experte turque en politique étrangère, a bien résumé la gravité de la situation. C'est une poudrière. Une escalade accidentelle n'est plus impensable. Les barrières à un conflit direct diminuent. Maintenant, réfléchissez un instant. Une confrontation entre deux puissances militaires régionales, la deuxième plus grande armée de l'OTAN et la force militaire la plus avancée du Moyen-Orient, serait sans précédent dans l'histoire récente de la région. Ce différend révèle comment ces deux pays ont des visions complètement différentes pour l'avenir de la Syrie. D'une part, la Turquie souhaite une Syrie unifiée sous un gouvernement central fort. Le 13 mars, Al-Shara a signé une nouvelle constitution basée sur ce modèle. Pour le gouvernement turc, une Syrie stable et amicale est cruciale pour sa sécurité nationale et pour résoudre la crise des réfugiés qui a pesé sur son économie pendant des années. Israël, en revanche, préfère une Syrie fragmentée, avec différents groupes minoritaires, y compris les Kurdes, les Druzes et les Alaouites, chacun avec leur propre autonomie. Cette stratégie était claire lorsque Netanyahou a invoqué la protection de la minorité druze comme justification pour exiger que le sud de la Syrie reste démilitarisé. Les Druzes sont une minorité religieuse vivant dans les zones frontalières entre Israël et la Syrie. Et Israël les utilise comme prétexte pour contrôler ces régions. En maintenant le sud de la Syrie démilitarisé et hors du contrôle du gouvernement central à Damas, Israël crée effectivement une zone tampon, rendant difficile pour toute force hostile d'utiliser ce territoire pour lancer des attaques sur le sol israélien. Cette stratégie fait partie d'une vision plus large. Pour Israël, une Syrie divisée et affaiblie représente moins une menace pour sa sécurité qu'un pays unifié et fort sous influence turque. Un analyste israélien a bien expliqué ce qui se passe. Il a dit « ce n'est pas seulement un différend pour l'influence, mais un affrontement fondamental de vision pour l'avenir de la Syrie. » Et en effet, c'est ce que nous voyons. Alors que la Turquie parle de stabilisation et de réunification, Israël a agi pour s'assurer que certaines zones restent hors du contrôle de Damas. Mais l'escalade des tensions soulève une question alarmante. Pourrions-nous vraiment assister à une confrontation directe entre ces deux puissances militaires ? Eh bien que le ton de la conversation entre les deux parties soit devenu de plus en plus agressif, un conflit à part entière semble peu probable, du moins pour l'instant. C'est parce que les deux nations ont beaucoup à perdre. Prenez la Turquie, par exemple. Le président turc Recep Tayyip Erdogan considère Donald Trump comme un vieil ami et espère améliorer les relations avec les États-Unis sous sa présidence, y compris la possibilité de débloquer la vente de jets F-35
qui a été interrompue après que la Turquie a acheté des systèmes de défense aérienne russes. Erdogan cherche aussi à améliorer les relations avec l'Europe. Une confrontation avec Israël, l'un des principaux alliés des États-Unis, mettrait tout cela en danger. Mais en parlant de conflit, il y a quelques signes prometteurs à l'horizon. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, a récemment annoncé qu'Israël et la Turquie tiendront des discussions techniques pour établir une ligne de déconfliction en Syrie, similaire au mécanisme que la Turquie maintient avec la Russie. Fidan a très clairement indiqué dans une interview avec Cable News Network Turquie qu'ils n'ont aucun plan pour entrer en conflit avec aucun pays en Syrie, y compris Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également déclaré au cabinet de sécurité qu'Israël ne cherche pas la confrontation avec la Turquie, mais n'hésitera pas à agir, si nécessaire, pour se défendre. Il a indiqué qu'il solliciterait l'aide du président Donald Trump, si nécessaire, en raison de sa relation étroite avec le président turc. Même ainsi, la situation reste dangereuse, principalement parce qu'il n'y a actuellement aucun canal de communication militaire direct entre Israël et la Turquie pour éviter les conflits accidentels. Pendant des années dans la même Syrie, les militaires américains et russes ont maintenu une ligne de déconfliction, un canal de communication direct qui permettait aux deux parties de se prévenir mutuellement des opérations militaires pour éviter des confrontations non intentionnelles. Sans ce type de système entre Israël et la Turquie, le risque est énorme. Imaginez un scénario. Des avions israéliens mènent une attaque près d'une position turque sans savoir que des troupes turques y sont présentes. Les Turcs réagissent, pensant qu'ils sont la cible. Un échange de tirs commence et dégénère rapidement hors de contrôle. Les experts avertissent que ce type d'incident accidentel devient encore plus probable et dangereux dans le contexte des relations déjà détériorées entre les deux pays depuis la guerre de Gaza, qui a commencé en octobre 2023 et a conduit la Turquie à imposer des restrictions commerciales à Israël et à accuser le pays de génocide. Mais malgré les tensions, la Turquie et Israël partagent toujours certains intérêts communs. Les deux veulent empêcher l'Iran de rétablir une présence en Syrie, et les deux ont beaucoup à perdre si la nouvelle Syrie échoue complètement. Un source du renseignement israélien a déclaré « La Syrie est un grand pays en profonde crise, et Erdogan n'aura pas le temps de défier Israël. » Et s'il parvient à stabiliser ce qui aurait pu devenir un État djihadiste chaotique, c'est aussi bon pour Israël. Comme vous pouvez le voir, pour la Turquie, assurer une présence militaire en Syrie centrale consoliderait son influence et protégerait sa frontière sud. Pour Israël, le maintien de sa liberté d'action dans l'espace aérien syrien est considéré comme crucial pour sa sécurité nationale. La question est maintenant de savoir si ces intérêts conflictuels peuvent être réconciliés par la diplomatie ou si nous nous dirigeons vers un nouveau chapitre dangereux d'instabilité dans cette région. Et qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine fois!